Bellum. Être romantique, ce n'est pas adopter une conduite prédéfinie, aller piocher dans un catalogue de codes stéréotypés, un comportement à adopter. Le romantique est avant toute chose un rebelle, un provocateur, un improvisateur né, quelqu'un à même de surprendre justement en cassant des dogmes et des règles prédéfinies. Cela dépasse le cadre de la reproduction et de la sexualité. Il est faux de penser que le romantique est prisonnier de son ressentir, dominé par un hypothalamus totalitaire, sous l'emprise de pulsions qu'il ne peut pas contrôler. C'est un être réfléchi, en quête d'originalité, qui n'est mu que par sa volonté alerte, prête à percer à tout moment le champ de disruptivité qui le sépare de ses alter-ego. Le premier des Homo sapiens sapiens à faire preuve de romantisme, eut la brillante idée pour plaire à sa dulcinée de ne pas la rouer de coups de massue avant de la tirer par les cheveux jusqu'à son nid douillet d'amour pour l'y violer sauvagement. Au contraire, pour se démarquer de ses congénères, peut-être pas encore il est vrai en ayant conscience, qu'il venait ajouter une couleur primaire dans le spectre des altérités comportementales, il faisait preuve de mille attention à son égard en lui offrant moult baies sauvages, poiscailles fraîchement pêchés et autres petits gibiers, amuse-gueule encore tout frétillant et chaud. Sûrement cette scène onirique constituait-elle les prémices de la première lueur philosophique de l'humain. Je ne pense pas qu'il faille inscrire les suiveurs et les copieurs dans les rangs de ces glorieux romantiques. Les seuls, les vrais innovent. Ceux qui s'inspirent de l'observation de congénères, ne cherchent qu'à reproduire un schéma ayant fait ses preuves, ils ne prennent aucun risque et même, leur réussite à mes yeux est des plus pitoyables. Nous fonctionnons par cycle cependant. Ce qui était tabou autrefois vient à être transgressé, une poignée d'individus s'en empare puis très vite l'acte se démocratise, s'académise, avant de se banaliser, se ringardiser et finir par sombrer dans les lacs de l'oubli collectif, puis soudainement de ressurgir un jour sous les traits d'une dangereuse perversion, et réinitialiser un nouveau cycle. Il fut un temps où les humains brisèrent les barrières de la communication interespèces. Le langage des dauphins put être analysé dans le détail, et un dialogue put s'établir entre leurs ambassadeurs et nous. Nous nous rendîmes compte qu'étrangement des légendes concernant les humains circulaient au sein même de groupes de dauphins qui n'en avaient jamais croisé. Ils avaient bien donc une sorte de mémoire collective capitalisée et retransmise au cours des siècles, une forme de civilisation si différente des nôtres, que nous ne pouvions pas la qualifier de primitive. Ils se mirent à nous poser des questions à propos de notre frénésie à vouloir nous encombrer de technologies inutiles, d'objets avilissants dont nous pouvions très bien nous dispenser et nous affranchir. Leur quête était différente. Bien qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait, mais le savons-nous nous-mêmes après tout, ils n'envisageaient de pérennisation utile que dans les mutations de leur espèce. Les objets dont ils s'éprenaient étaient totalement virtuels et impossibles à conceptualiser pour nous. Ils étaient codés dans leur gène, et faisaient partie de traits d'individualité pas très évidents à isoler, quantifier ou même détecter avec nos sens lourdeaux, et toute notre artillerie scientifique. Vous ne me croirez certainement pas, si je vous dis que certains de ces cétacés se mirent à écrire des bouquins pris sous la dictée par d'éminents biologistes. Les dauphins étaient devenus les icônes romantiques de toute une génération d'humains époustouflés par leurs enseignements. L'homme devint un vil suiveur de pacotille. L'action la plus marquante de l'influence delphine s'exprima dans nos voies de reproduction. Des milliers d'humains se rassemblaient sur les plages naturistes, et se livraient à de monumentales orgies balnéaires, un peu comme celles auxquelles se livrent les dauphins pour tisser et consolider leurs liens sociaux. Au début la chose fut réprimée, interdite, l'accès aux plages surveillé, mais en quelques générations cela s'était banalisé. La Constitution elle-même fut remaniée pour tenir compte de nouvelles mœurs. De monumentales migrations humaines étaient organisées chaque printemps dans ce but. Il était commun de naître de pères inconnus et abandonnés. Des fonds sociaux furent même prévus pour assurer à l'éducation de ces nouvelles pupilles de la nation. C'était la seule solution de toute manière, car très vite les modèles familiaux des siècles précédents étaient devenus totalement minoritaires et obsolètes. Nous étions les frères et sœurs de personne, et en même temps de tout le monde. Nous étions les fils et filles de personne, et en même temps de l'humanité tout entière. Nous ne traînions plus, il est vrai, de rancœur atavique, il n'y avait plus en nous toute cette haine historique que les hommes avaient pu colporter des siècles durant. Les générations delphines boycottèrent la guerre, et œuvrèrent pour bâtir un monde fraternel, et sans frontières où régnerait paix et harmonie. Ils y parvinrent. Moi-même je suis issu de ce type de reproduction, et parfois quand je ne me sens pas spécialement enthousiaste, que j'ai le cafard, je me repasse le vidéoscanner, que la mère que je n'ai pas connue, a réalisé pour que son enfant biologique, moi en l'occurrence, puisse assister à la fécondation dont il est le résultat. C'est vrai que quelque part ça remet les choses en place, ça relativise pas mal de conneries qui polluent mon esprit. La représentation tridimensionnelle de l'appareil génital de ma mère dans ce vidéoscanner est à peu près la seule chose que j'ai connue d'elle, et quelque part ça me désole. Je vénère cette disquette un peu, comme un poussin orphelin pourrait vénérer un morceau de sa coquille. Quand je lance le rendu, je peux m'y balader en caméra subjective, rembobiner ou accélérer le temps, me positionner où je le souhaite, zoomer au plus près de l'action qui m'intéresse, pour assister confortablement, dans mon salon à ce formidable moment, qu'a été la fécondation qui a fait que j'existe aujourd'hui. Il y a une quantité infinie d'informations dans ce vidéoscanner, chaque fois que je le revois j'y découvre des choses que je n'avais jamais remarquées.
Vous ne pouvez pas savoir comme c'est bizarre, et en même temps émouvant de se voir sectionné en deux avant de devenir unité. Bien sûr, les parcours de l'ovule et du spermatozoïde dont je suis issu forment l'action principale de cet hyperfilm, mais tout autour il y a une guerre avec des millions d'intrigues et aventures différentes. Il y a deux types de spermatozoïdes, les combattants et les coureurs. La raison d'être des coureurs est d'atteindre l'ovule le premier. Les combattants par contre ont pour objectif d'aller bouffer les spermatozoïdes issus d'un autre mâle pour permettre à celui dont ils sont à l'origine de se reproduire. Ce ne sont pas des tendres, on le voit très clairement sur le vidéoscanner de féroces guerriers, qui ne sont pas vraiment fair-play. En tout cas sans les combattants de mon père, je ne serais pas là, surtout certains d'entre eux, les bloqueurs. Ce sont de véritables douaniers. Apparemment mon père avait été le premier à féconder ma mère, aussi ces bloqueurs eurent le temps de se positionner à des endroits stratégiques, et ainsi éliminer tous les intrus issus des multiples saillies, dont ma génitrice avait fait l'objet à quelques minutes d'intervalle. J'ai eu de la chance car ces coureurs étaient dotés de petites flagelles, ne leur permettant pas de se déplacer aussi rapidement que leurs concurrents. Mon moment préféré c'est bien sûr la fécondation. Rien n'est joué. Bien qu'ayant remarquablement fait leur boulot, les bloqueurs de mon père ont été décimés par une puissante coalition de combattants issus d'une dizaine d'autres mâles. Les prairies vaginales sont couvertes de spermatozoïdes dénucléés, membranes percées, flagelles amputés, recroquevillés sur eux-mêmes, morcelés sans sombrer. D'autres comptent les minutes qu'il leur reste à vivre. Sauvagement estropiés, comme pris de folie et déréglés, ils décrivent des hélicoïdes infernales avant d'impacter les parois, et se dissoudre dans le liquide ambiant. Je trouve tout cela magnifique. De nos jours, quelques rebelles forment des couples dans la clandestinité. La police les pourchasse et les traque. Ils sont emprisonnés. À leur capture, leurs enfants de moins de 3 ans sont replacés dans les institutions normales d'éducation des pupilles de la nation. Les plus âgés sont irrécupérables et éliminés. Il ne faut pas que leur existence puisse mettre en péril la paix sur Terre. Les anciens carcans familiaux sont à l'origine de tous les conflits entre les hommes. J'admire le courage de ceux qui osent s'élever contre les lois. La paix et la fraternité me rendent malade. Il n'y a qu'à voir les vidéoscanners de nos naissances pour comprendre que chacun de nous est le résultat unique d'impitoyables batailles, de luttes sans merci, que la guerre est l'essence même de la vie. Je me considère comme un romantique. Je souhaite vouer ma vie à la glorification de la guerre. C'est l'unique raison pour laquelle je souhaite que s'effondrent les lois Delphine, et que les valeurs familiales d'autrefois reviennent au goût du jour. Je souhaite que se reforment les familles, pour que toute la beauté de la guerre puisse s'exprimer de nouveau. Je m'en vais de ce pas pêcher un beau dauphin pour aller offrir son cœur à une jeune femme patrouillette qui a attiré mon attention.